Go Solutions Durables aux Nations Unies, c'est reparti. Et pour le troisième débat de cette émission spéciale, Philippe Verdier reçoit le conseiller administratif de la ville de Genève, Sami Canaan. Nadia Isler, directrice du SDG Lab aux Nations Unies, et Bruno Pozzi, directeur Europe du programme des Nations Unies pour l'environnement. Les villes, elles concentrent aujourd'hui plus de la moitié de la population mondiale et elles sont à l'origine de 70% des émissions de CO2. On va voir que c'est aussi dans les villes qu'on trouve un certain nombre de solutions. Merci à tous les trois d'être avec nous. Nadia Isler, je vais commencer avec vous. Vous connaissez très bien tous ces concepts de développement durable. On parlait de ville durable il y a quelques temps. Aujourd'hui, on entend beaucoup le terme de Smart City. Qu'est-ce que c'est déjà, Smart City ? Aujourd'hui, je dirais, il y a un peu deux écoles. Les personnes qui estiment que la définition de ville dite intelligente, ce sont des villes qui principalement utilisent la technologie numérique en particulier, pour améliorer tout le processus de décision, de politique urbaine. Mais on aime aussi comprendre la ville intelligente, je dirais, plus dans son approche. Comment est-ce qu'on approche finalement de manière intelligente la planification et les décisions relatives finalement à une planification urbaine. C'est vraiment de dire que c'est une approche qui apprécie autant les dimensions et les défis et les opportunités environnementales que sociétales que économiques. C'est vraiment cette approche sur trois piliers qui est fondamentale. Et ça, c'est vraiment ce qui est au cœur de l'agenda 2030 ou des objectifs du développement durable qui ont été, comme vous le savez, acceptés par 193 États en 2015 à New York dans le cadre des Nations Unies. Est-ce que Sami Canaan, Genève, entre vraiment dans ces critères d'une Smart City aujourd'hui ? Les villes sont elles-mêmes des acteurs ou des actrices de tous les processus importants. Elles ne sont pas juste des lieux où elles subissent pas seulement la migration, les enjeux écologiques, les enjeux sociaux, mais elles-mêmes en tant que gouvernements locaux ont un rôle à jouer qui est absolument fondamental. Il ne supplée pas à celui des États, bien sûr, ou d'autres partenaires, l'économie, les ONG, mais on a une connaissance du terrain, une légitimité de proximité qui compte beaucoup. On est souvent orienté plus solutions pragmatiques, ce n'est pas un jugement, c'est une réalité, pour trouver des solutions durables aux enjeux vraiment de la vie quotidienne en milieu urbain, la qualité de vie, si possible partagée. Alors parmi ces solutions, les solutions basées sur la nature, dont vous faites la promotion au programme des Nations Unies pour l'environnement, Bruno Pozzi, de quoi s'agit-il ? Les solutions basées sur la nature, finalement, c'est à la fois tout ce qu'on vient d'entendre. C'est à la fois des choses très simples qui font que le vivre ensemble est meilleur, et des choses parfois qui sont issues de la haute technologie, mais qui permettent de ramener du vert dans la ville. Parce que les villes intelligentes, en fait, c'est des villes plus vertes. C'est des villes qui ont compris que la relation avec la nature, elle est essentielle pour le bien-être des citoyens, pour la qualité de l'air, pour la qualité de la santé mentale, et puis pour la qualité de vie en général. Il y a 2% de la planète qui est couverte par le milieu urbain. On va y ramener la nature et recréer ce lien, parce que les villes, elles font partie intégrante, en fait, plus largement de l'écosystème dans lequel elle se trouve. On concentre beaucoup de population, donc dès qu'on agit en ville, ça a plus de portée, Nadia Isler ? Dans les villes, c'est aussi une opportunité. Cette densité permet par exemple de faire passer certains messages de manière beaucoup plus rapide et avec un volume d'écoute ou d'intérêt plus grand, vu la densité de la population par définition dans une ville. Sami Canaan, on connaît votre mandat d'élu genevois. Parlez-nous également de Geneva Cities Hub, dont vous êtes occupé. Quelle est sa mission déjà et quelle est sa portée ? Ce Cities Hub est une petite interface avec le soutien de la Confédération suisse qui a bien compris l'opportunité aussi. C'est un complément, ça ne remplace pas, mais c'est un complément. Et donc c'est vraiment de mettre en réseau et de mettre en contact. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres villes dans le monde qui s'inspirent de ce que l'on fait ici à Genève et qu'aussi Genève s'inspire de ce qui se fait de bien dans d'autres villes du monde ? À Genève, il y a une substance et une masse critique spécialisée sur tous les sujets imaginables qui en plus apprennent à travailler ensemble, qui fait que c'est pour les gouvernements locaux très passionnant de pouvoir bénéficier de ce qui se passe à Genève et vice-versa. Et donc de rendre cette démarche beaucoup plus, ambitieuse et complète que jusqu'à présent. Vous disiez, Sami Canaan, que les villes ne se substituent pas aux États. Ici, on est à l'ONU. Ce sont les États, évidemment, membres qui ont souvent la parole. En revanche, quand un État ne joue pas complètement le jeu, c'était le cas des États-Unis du temps du mandat de Donald Trump, le fait que des grandes villes américaines continuent à rester alignées sur les objectifs de développement durable, sur les accords de Paris, ça a permis à ce pays de ne pas rester complètement à l'écart et en marge. Ça a surtout permis également d'affirmer certains acteurs. Et donc on parlait des villes,
mais également toute la société civile. Et puis, ce qu'on voit, et on le voit également dans le cadre de Genève, par le dynamisme du multilatéralisme dans la Genève internationale, on a également une prise de conscience dans le secteur privé de cette action ensemble, de cette nécessité d'agir tous dans une ligne qui est définie par le multilatéralisme. Alors dans ces 17 objectifs de développement durable, les enjeux d'environnement sont très populaires, les villes font beaucoup d'actions et ça c'est important. Maintenant revenons-en quand même au fondement. Le premier c'est l'éradication de la pauvreté, limiter les questions liées à la faim. On voit que ça concerne également une ville comme Genève en cas de pandémie. Est-ce que ce sont des objectifs, Nadia Gisler, plus difficiles à mettre en œuvre pour les villes, d'avoir une bonne répartition, un bon équilibre sur tous ces différents ODD? La seule alternative finalement pour s'assurer qu'on ait des prises de décision qui soient durables, c'est de s'assurer que ces 17 ODD que vous avez mentionnés soient vraiment pris ensemble, de manière horizontale et systémique. C'est vraiment ça le changement de paradigme de l'adoption de cet agenda et de la manière dont on essaye tous de fonctionner aujourd'hui, mais ce n'est pas évident. C'est vraiment de s'assurer que les décisions que nous prenons, que les cadres que nous mettons, que les technologies que nous développions, etc., pensent toujours en termes environnementaux, en termes économiques et en termes sociétals. Donc c'est uniquement si on crée réellement ces ponts, pas virtuels, mais de réels ponts, et où les experts se rendent compte de la valeur ajoutée de l'expertise des autres, qu'on fait vraiment, alors là, oui, réellement, un travail intelligent. Et ce sera le cas la rentrée prochaine avec le nouvel événement Building Bridges, c'est ça, qui aura lieu ici à Genève. C'est vraiment important que Genève se montre exemplaire en la matière, qu'elle donne cette impulsion. C'est vital, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prôner aux autres. On est en principe quand même une ville privilégiée, une ville dans un pays riche, donc, qui en plus a une place financière connue. Donc raison de plus pour être donc aussi ça veut dire une responsabilité de plus quand même. Responsabilité de plus, mais pas seulement dans ce domaine, dans tous les domaines. Donc la composante sociale et socio-économique, elle est effectivement fondamentale autant que la composante climatique et environnementale. Alors on a une grande tendance, les villes sont de plus en plus attractives, de plus en plus de population, mais depuis l'apparition de la pandémie, on constate que certaines grandes mégalopoles, grandes villes se vident de leurs habitants qui aspirent à davantage de tranquillité à la campagne. Est-ce que les smart cities ont quand même un avenir? La question est ouverte. On en parlait tout à l'heure, la révolution technologique qu'on a connue, notamment avec tout ce qui est visioconférence et télétravail. Alors, dans le degré qu'on l'a connu pendant la crise, j'espère qu'il n'y restera pas, parce qu'intégralement, il manque le contact humain, tôt ou tard. Et c'est pas très sain, en plus, de passer ses journées devant l'écran. Mais en partie, oui, c'est certainement une solution, peut-être pour mieux gérer les flux, pour avoir moins de déplacements, déjà rien que ça, que ce soit en avion ou en autre mode de transport. Il y aura probablement moins de voyages aériens, moins de voyages en d'autres modes de transport. Donc là, il y a un effet bénéfique. Et il faudra trouver un bon équilibre. Parce que de nouveau, pas tout le monde peut aller à la campagne. Pas tout le monde a les moyens de se payer une résidence à la campagne non plus. Donc il faut aussi que les villes, comme vous l'avez dit à très juste titre, soient vivables, verdies, donc tout à fait agréables à vivre, y compris pour des gens qui ne sont peut-être pas en haut de l'échelle socio-économique. Mais les technologies vont nous aider effectivement, parce que ça peut amener de l'équité si tout le monde y a accès. Voilà, grâce à vous, on s'est familiarisé davantage avec ce concept de Smart Cities. Merci à tous les trois d'avoir été des nôtres dans Go Solutions Durables. Merci. Merci à vous. Et dans un instant, dernier débat de Go Solutions Durables consacré au partenariat ici, en plein cœur du Palais des Nations. Là, ça va être des tomates ou des... Tomates, on dirait. Et là, les fraises sont avancées, tu vois. Mais c'est magnifique, ça. Où se trouve-t-on, alors? Où se trouve-t-on? On se trouve sur le toit d'un immeuble de l'écoquartier de la Jonction. Et ici, donc, on a 500 mètres carrés de jardin potager. Et il y a certains habitants qui ont des parcelles, qui viennent cultiver ici. Superbe. Ça fait penser à la notion de développement durable, ce bâtiment aussi. Ouais. C'est un bâtiment Minergie. Vous, ça vous inspire quoi, cette notion de développement durable? J'aime beaucoup. Alors oui, je suis tout à fait pour. Je crois que ça remonte le moral des gens. Ouais. De se dire qu'ils n'ont pas un jardin parce qu'ils ne sont pas riches, mais ils ont un appartement et puis ils peuvent aller voir tout près de chez eux des fraises, parce que ça va bientôt être le cas. Et vous aimez jardiner? Vous avez un jardin? Non, ma femme adore ça, moi pas, non. Je suis trop flemmard.
Est-ce que vous comprenez aujourd'hui, il y a de plus en plus de grèves pour le climat, des jeunes. Est-ce que vous comprenez ces actions? Alors ça, je vous disais tout à l'heure, il y a des jeunes qui sont très violents. C'est leur nature. Dans 30 ans, ils ne le seront plus. C'est bien qu'ils soient violents. Mais et puis il y a des verts qui passent par la politique, qui grandissent. Est-ce qu'eux vont pouvoir se battre vraiment? Et tout de même, les juges commencent aussi à comprendre qu'il faut que le monde change, que les banques soient plus aussi prioritaires. Et la preuve, c'est que les juges, souvent, ne les poursuivent pas, ce qui est très très bien. Il y a des acquittements. Oui, moi je trouve ça très très bien. Voilà. Pour le dernier débat de cette émission spéciale, Philippe Verdier reçoit le président de la Fondation pour Genève, Marc Pictet, Virginie Elias, chef du développement durable chez Procter & Gamble, et Béatrice Ferrari, directrice des affaires internationales du canton de Genève. Et l'une des clés pour atteindre les objectifs de développement durable, c'est toute la richesse des partenariats. Il se passe beaucoup de choses ici à Genève. On va voir ça avec nos invités. Merci à tous les trois d'être avec nous. Béatrice Ferrari, vue de l'État de Genève, cette richesse des relations avec la Genève internationale, elle a toute son importance. Je répète quelques chiffres parce qu'ils sont toujours impressionnants. Sur plus de 40 organisations internationales, plus de 170 États qui sont ici représentés, plus de 400 aussi ONG qui sont actives ici à Genève, sans compter la richesse de nos ressources académiques, le secteur privé, la philanthropie. Donc on est vraiment, et c'est vraiment aussi une des forces de Genève, au cœur d'un écosystème qui est extrêmement riche, qui interagit et qui justement facilite aussi les partenariats pour la réalisation de projets, la recherche de solutions globales. Marc Pictet, vous présidez la Fondation pour Genève qui a pour vocation justement de soutenir tout cela. Une fondation qui travaille quand même plutôt discrètement. Expliquez-nous quelle est votre mission. Alors, notre mission est clairement la promotion de ces objectifs, 17 objectifs de développement durable. C'est un des axes de notre stratégie. Peut-être quelques illustrations. Par exemple, le PCP, Perception Change Project, avec qui est ici au Palais des Nations. Exactement, raison pour laquelle je le mentionne. Nous sommes alliés avec ce projet pour mettre sur pied une exposition itinérante pour les Genevoises et les Genevois, pour justement expliquer ce qui se cache derrière ces 17 ODD, ce qui peut sembler peut-être un peu abscon pour certains. Un autre exemple ou un autre soutien, précisément Go Solutions Durables, ça nous semble être un partenariat important. Et je pourrais vous en citer d'autres, par exemple la Fondation Eduki qui, sur le terrain, va dans les classes expliquer le rôle de la Genève internationale. Alors vous savez quoi, on aura 2 jeunes de la Fondation Eduki qui viendront conclure l'émission dans quelques instants avec la directrice générale des Nations Unies à Genève. On va également parler d'un pôle important évidemment dans tous ces partenariats. Rien ne pourrait se faire sans le poumon économique, sans les entreprises. Procter & Gamble en fait partie. Merci d'être avec nous, Virginie Elias. Expliquez-nous un petit peu en quoi vous agissez pour mettre en œuvre ces objectifs de développement durable. Vous faites de deux manières. D'abord en innovant sur des produits toujours plus respectueux de l'environnement. Donc ça, c'est la base. Donc dans votre domaine, notamment les produits de consommation, voilà, l'hygiène. Exactement. Donc c'est moins de plastique, moins de carbone, moins d'eau et d'énergie consommée. En fait, il n'y a plus d'innovation qui sort de nos labos sans intégrer la dimension environnementale. Mais aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on provoque des changements d'habitude. Voilà, alors avec nos habitude produits, de consommation. Voilà, ça peut être avec nos produits, mais aussi avec des partenariats et les campagnes qu'on lance. Parce qu'on cherche la rupture positive. Donc je vais vous donner un exemple. Quand on offre une lessive plus efficace à basse température, on économise de l'énergie, on a aussi un impact sur des microplastiques pour encourager des habitudes de lavage plus durables. Et imaginez si chaque foyer en Suisse baissait sa température de lavage de 10 degrés, on pourrait économiser l'équivalent de la consommation d'énergie annuelle d'une ville comme Fribourg. Donc c'est énorme. Comment est-ce que quand on est un partenaire public, quand on est une fondation qui œuvre pour la promotion justement de ces objectifs de développement durable, on peut s'assurer qu'on est avec les bons partenaires, ceux qui sont vos alliés financiers, mais qui en même temps défendent de manière sincère ces objectifs sans être simplement dans la com. Et c'est toujours assez sensible, non ?
Si je pense aux projets que nous, on soutient directement, notamment dans le cadre de la solidarité internationale, qui sont donc des projets qui s'inscrivent dans les objectifs de développement durable, notamment dans les pays du Sud. On travaille principalement avec des organisations, des ONG qui sont basées ici à Genève, dont on vérifie évidemment les qualités, le fonctionnement, les financements, etc. Donc ça, c'est le critère de la qualité est certainement extrêmement important dans le soutien qu'on peut donner. Alors ces partenariats peuvent se faire dans beaucoup d'endroits du monde et heureusement, Marc Pictet, Genève a quand même une place centrale qui est peu comparable. C'est vraiment exceptionnel ce qui se passe ici. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose qu'il y ait peut-être des excès. Vous parliez de greenwashing dans un premier temps parce qu'il faut que la société bouge et que la société comprenne les enjeux. Donc il y a quand même du positif à prendre là-dedans aussi. Je pense. Pour ensuite nous parlions avant de monter sur le plateau de problèmes de mesure de cet impact. Mais comme dans beaucoup d'autres sujets, eh bien, c'est en essayant qu'on va affiner ces points de mesure pour ensuite viser juste. Comment les choses ont-elles évolué en entreprise pour mettre en œuvre ces objectifs de développement durable ? Oui, alors je pense que maintenant, il y a des demandes externes qu'il n'y avait pas. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier il y a 10 ans, effectivement, maintenant les consommateurs demandent des produits vertueux. Nos distributeurs le demandent aussi. Les régulateurs, et puis plus récemment les investisseurs. Qui en gros disent que le nouveau standard de l'investissement, c'est l'investissement durable. Et donc toutes ces forces font qu'il y a une accélération en interne. Effectivement, sur les 12 derniers mois, on a vu ça très clairement, puisqu'il y a eu cette nouvelle prise de conscience que la santé humaine et la santé de la planète, en fait, étaient intrinsèquement liées. Et chez nous, ça se traduit par des tout petits gestes qui s'additionnent et peuvent vraiment donner un impact positif collectivement. J'ai parlé du lavage à froid, mais il y a aussi faire attention dans sa douche, des shampoings qui se rincent plus vite, comme ça on passe moins de temps dans la douche. Donc voilà, une accumulation de petits gestes qui en fait ont vraiment un impact à l'échelle mondiale sur le réchauffement climatique, un impact positif. Il y a encore quelques années, le développement durable dans l'organisation des entreprises, on ne savait pas trop où le placer. Aujourd'hui, c'est vraiment placé au cœur de la stratégie d'une entreprise ? C'est complètement au cœur. C'est vraiment, moi, quand j'ai demandé à créer la position dans laquelle je suis, c'était pour en faire le lien entre la science du développement durable et le business. C'était deux mondes qui ne se comprenaient pas forcément, qui n'avaient pas le même langage. Et maintenant, c'est complètement intégré dans chacune de nos business. Et c'est vraiment au cœur de l'innovation et au cœur de la construction des marques. Béatrice Ferrari, vous connaissez bien ce milieu de la Genève internationale. Vous en êtes en charge pour l'État à Genève. Comment les choses évoluent-elles le rapport entre l'État et les organisations internationales ? Est-ce que justement, cette question du développement durable, elle noue davantage les liens ? Je pense qu'on parlait beaucoup de partenariats. Si on pouvait rapprocher peut-être encore plus les collectivités locales de ces acteurs ici qui sont très actifs dans la Genève internationale, ce serait véritablement une force pour Genève dans son ensemble. Eh bien, merci beaucoup. Grâce à vous trois, on a pu en savoir plus sur les mécanismes de ces partenariats qui vraiment fait partie des enjeux essentiels en termes de développement durable. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors on a eu des échanges passionnants tout au long de ces différents débats. Tatiana Valovaya, vous venez de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'ONU ici à Genève. Pour conclure cette émission, moi j'aimerais bien que ce soit, si vous en êtes d'accord, que ce soit plutôt la génération Z qui échange avec vous. Est-ce que vous acceptez ? Je suis absolument d'accord. Alors on a deux jeunes, ils sont genevois, ils ont 13 ans et je vous demande d'entrer. Mélina, bonjour. Kishig, bonjour. Vous êtes dans la même classe d'ailleurs. Hein. C'est à vous que revient le mot de la fin avec Tatiana Valovaya. Moi je suis pas très loin, je vous écoute attentivement. Hein. Merci. Qu'est-ce que nous pourrions faire, nous, élèves, au quotidien pour réaliser ces objectifs ? Vous pouvez faire beaucoup. Imaginez-vous, il y a 7,5 milliards de gens au monde. Si chacun de nous, chaque jour, fait quelque chose bon pour le développement durable, on peut avoir le progrès immédiatement. Par exemple, vous êtes étudiant, vous pouvez travailler très sérieux pour
recevoir très bonne éducation ici. Mais vous pouvez aussi donner votre soutien pour des gens qui n'ont pas assez de capacité de voir l'éducation. Vous pouvez les envoyer les manuels, les livres. Vous pouvez commencer peut-être quelque chose sur Instagram et donner l'explication pour des gens partout dans le monde. On peut faire beaucoup. On peut avoir une consommation plus prudente. Il ne faut pas utiliser plastique. Il faut manger sain. Il faut utiliser, par exemple, les sacs réusables quand vous allez au magasin. Ou vous pouvez prendre soin de vous, faire du sport chaque jour. C'est aussi, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Et nous avons les livres spéciaux avec les choses que vous pouvez faire pour aider à tout le monde de gagner les objectifs de développement durable. Est-ce que Genève peut faire quelque chose pour le développement durable ? Genève fait beaucoup. Ici à Genève, nous avons presque 40 organisations de la famille de l'Union. Nous avons d'autres organisations. Et toutes les organisations, comme par exemple l'Organisation de travail, l'Organisation mondiale du travail, ou l'Organisation mondiale de santé, ou notre secrétariat, notre office de l'Union. Nous faisons beaucoup pour le développement durable chaque jour. Et pour nous quitter, les images de cette œuvre aussi spectaculaire que symbolique, signée par l'artiste Seipé, une fresque éphémère réalisée avec une peinture biodégradable dans le parc du Palais des Nations, à l'occasion du 75e anniversaire de l'ONU à Genève.